Bonsoir à toutes et à tous. Je vous c'est la première fois que je reprends la parole dans cette première circonscription depuis les dernières élections. En tout cas, je suis heureux de faire ce soir et de faire avec vous et sur ce sujet. Celui, bien sûr, ensuite de l'association organise cet événement et l'ensemble de celles qui sont présentes et aussi peut-être de réseau, tout le monde, je vois qu'il y a les pensionnements et d'autres, et c'est effectivement très important. Je voulais vous dire pourquoi ce thème associatif. Ça, pour moi, était vraiment le principal leitmotiv de mon mandat. Pour deux raisons. La première, parce que j'ai eu la chance, notamment par ma famille et par ma jeunesse, de connaître l'engagement très tôt. Je suis très tôt rentré dans les associations parce que mes parents étaient le même dans les associations. Et chez nous, c'était quelque chose qui était naturel. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir cette compréhension dans l'engagement. Il faut parfois savoir aller expliquer, aller vers les gens pour créer cet engagement s'ils ne l'ont pas de manière, on va dire, innée, parce qu'ils n'ont pas vécu, n'ont pas grandi dans ce sens de l'engagement pour les autres. Et donc, j'ai commencé sur un engagement associatif très tôt. Et ensuite, parce que lorsqu'on est élu un territoire comme Saint-Étienne et les communes alentours, on est forcément d'autant plus convaincu du besoin de la vie associative. On a la chance de vivre dans un territoire où la solidarité est beaucoup plus forte que dans d'autres territoires, où la vie associative est de fait beaucoup plus forte. Et chez nous, on ne conçoit pas la vie de la cité sans les associations qui ont un rôle extrêmement important sur l'ensemble des thèmes. Donc pour moi, c'était une logique absolue de pouvoir m'engager sur ce sujet-là. Ensuite, parce que comme on pu le dire notamment France Bénévolat, la vie associative, comme tous les autres pans de la société, sont amenés à évoluer, sont amenés aussi aux difficultés de l'évolution de la société. Et donc, je dis c'est bien de passer ensemble des week-ends auprès des associations, comprendre qu'elles ont des difficultés, voir comment on peut les aider. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir en faire quelque chose après quand on est à l'Assemblée nationale à Paris. C'est-à-dire que tous les discours pour les nombreuses inaugurations et l'Assemblée générale, c'est bien sympathique. Mais il y a un moment, il faut que concrètement, on soit à capacité, en tant qu'élu, quel que soit notre rôle, soit local ou national, à faire évoluer les choses, à trouver des solutions. Sinon, objectivement, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps pour tout le monde. Les principaux engagements que j'ai pu avoir sur la vie associative ont commencé, le premier avec la réforme des retraites, avec le sujet de la valorisation le monde de retraite. C'est un sujet qui n'est pas évident. La valorisation du bénévolat à la retraite, déjà, parce qu'il y a un sujet philosophique. Le bénévolat, par principe, ne cherche pas rémunération. Non, c'est plus du bénévolat. Mais à force de concertation, rencontrer beaucoup d'associations, pour qu'en fait, le sujet, c'est pas de rémunérer le bénévolat. Ce serait un contresens. Mais ce serait, on va dire, d'indemniser et même de concevoir les contreparties du bénévolat. Lorsqu'on est bénévole, on a forcément les contreparties sur la vie familiale, les contreparties sur la vie professionnelle. Aussi des enjeux parfois de santé. Je prends l'exemple, mais elle est la personne qui va mettre des plots tous les matins sur un terrain de foot pendant 30 ans, quelle que soit la météo, forcément, il y a un moment, elle a mal au dos. Donc, c'était la valorisation et la prise en compte de ces éléments qui, pour moi, étaient importants. Et ce que je pense de faire, c'est pour la première fois dans la dernière réforme des retraites, nous avons fait rentrer le mot association dans la réforme des retraites en obligeant, c'est écrit dans le texte, c'est l'article 13, en obligeant le gouvernement justement à lancer cette réflexion de travail autour de la valorisation du bénévolat dans le calcul des retraites. C'est la première fois que rentrait le mot association, que rentrait le mot bénévole dans la réforme des retraites. Donc, c'est un travail qui débute maintenant. Je ne vous cache pas qu'il n'est pas évident pour ceux qui vont le perdurer parce que qui est concerné, quel type d'association, quel poste. Vous savez, moi, j'avais des collègues qui disaient il faut que ce soit que les présidents et les trésoriers. Je dis, si on fait ça, on crée la guerre dans les associations. Ensuite, on n'aura peut-être pas le même turnover au sein des bureaux. Certains vont peut-être garder pour de mauvaises raisons, ce qui n'est pas le cas actuellement, pour de mauvaises raisons, le poste. Et puis ensuite, pour reprendre l'exemple du bénévole associatif qui met les plots sur le terrain de foot tous les dimanches matins, lui, pour le coup, il mérite un avant jeu. Par contre, ce bénévole, il n'est pas forcément au conseil d'administration ou au bureau. Donc voilà, il faut que la logique soit beaucoup plus claire. Il faut qu'il y ait de la concertation sur celui-là. Mais en tout cas, c'était le point de départ de mon engagement, de pouvoir faire avancer ce débat-là. Je ne vous cache pas que ça n'a pas été évident. Ce n'était pas la première tentative, mais c'est une tentative qui est réussie. L'autre élément extrêmement fort et extrêmement important sur ce territoire, c'était l'injustice du paiement de la taxe d'habitation pour les associations. Vous savez, lorsqu'elle a été votée la fin de la taxe d'habitation pour les particuliers sur la résidence principale, Bercy a dû se dire qu'il va falloir trouver de l'argent un peu ailleurs. Et donc, à ce moment-là, ils ont élargi, on va dire, leur recherche auprès de tous ceux qui, normalement, au regard de la loi, auraient dû la payer. Parmi ceux-ci, les associations. Et donc, de fait, petit à petit, depuis 2018,
crois que c'était bien quand même lié à la réforme précédente de la fin de la taxe d'habitation pour les particuliers. Depuis 2018, les directions départementales des finances publiques avaient, on va dire, la consigne de regarder un petit peu toutes les associations qui actuellement ne payaient pas les locaux, parfois même des locaux publics, qu'elles avaient donc à disposition de la taxe d'habitation sur ces bâtiments-là, dont elles étaient locataires. Et petit à petit, notamment dans mes circonscriptions, il y avait des associations qui venaient me voir avec le document pour payer la taxe d'habitation et qu'on ne comprenait pas et par quoi on pouvait monter. Je pense notamment à certaines amicales laïques. J'en ai une de mémoire, ça doit être à celle de Terre-Noire, je crois que c'était 3 000 €. Lorsqu'on a une dépense aujourd'hui de 3 000 € comme ça par surprise, c'est pas évident, hein, parce que j'ai dit qu'il y a d'autres radicales qui peuvent parfois être concernés. Et pas évident, et surtout, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, d'autant plus lorsque parfois on avait des collectivités, des mairies, qui étaient obligées de verser une subvention supplémentaire pour rembourser l'argent qu'elles avaient pris malgré leur souhait, contre leur volonté, les associations. Et donc, à force de faire des pots, je veux dire, vous voyez bien que le maire, le président des associations sont envoyés à la balle. Bon, on va essayer de faire quand même changer les choses. Donc, plutôt que de recevoir en permanence du coup des associations qui les payent, et mon pouvoir était d'ailleurs assez limité parce que j'ai compris, c'est quand la direction des finances publiques appuie sur le bouton, elle ne peut plus revenir en arrière, c'est terminé. Même si ils aiment bien le député ou le Premier ministre leur demande. Donc, il fallait faire changer la loi. Ça, c'est un combat qui a été très difficile, le combat de la taxe d'habitation, qui a été d'ailleurs France parlementaire, qui est réussi, malgré ce qui a pu le dire jusqu'à mon prédécesseur, tu l'auras, tu essaieras, mais ça n'arrivera jamais. On y est arrivé, parce qu'on a trouvé là des bonnes solutions et le bon moyen. On donne en fait aux collectivités qui perçoivent cette taxe d'habitation la possibilité de délibérer pour exonérer leurs associations de taxe d'habitation. Après, il y a deux types de collectivités, c'est pour ça qu'il faut faire toujours attention. Je vais prendre par exemple deux exemples, mais sous le contrôle des élus tétralement, je ne vais pas parler à leur place. Moi, sur la plupart des collectivités de ma circonscription, elles ont fait ce choix, donc elles ont délibéré, elles ont exonéré toutes leurs associations. Elles sont obligées de faire pour toutes les associations parce que c'est le principe de l'égalité face à l'impôt. Elles ont exonéré toutes leurs associations. Donc, je pense à Saint-Priam-Jarret, je pense à Saint-Genélaire, je pense à Villars, c'est fini. Les associations ne paient plus la taxe d'habitation. Donc, c'est une bonne chose. Après, il y a d'autres communes pour lesquelles c'est plus compliqué, c'est les communes un peu plus grandes, comme par exemple Saint-Étienne. Parce que là, elles sont face à un autre sujet, c'est qu'elles ont, au sein de la commune, des associations qui sont parfois des fédérations, qui sont des associations qui représentent plus que l'intérêt communal, mais qui représentent, on va dire, l'intérêt de l'association au niveau national. Alors là, on n'est plus sur le type d'association que vous êtes la plupart ici, vous êtes la plupart des représentants. On est sur des associations extrêmement importantes, avec un nombre de salariés importants, avec des moyens importants, avec des locaux importants. Donc, on ne peut pas comparer ceci aux associations classiques telles qu'on les connaît, culturelles, sportives ou de solidarité. Donc, j'ai cru comprendre, sous contrôle des élus présents de ce que m'a dit le maire, sur cette commune, comme par exemple à Saint-Étienne, comme à Roche, à Neuillère, on serait plus justement sur un principe de demande de l'association d'exonération et puis après du versement d'une subvention pour répondre en fait de manière à rester sur le ciblage des associations telles que nous, on les conçoit, telles que nous, on les connaît, et de manière à ce qu'il n'y ait pas non plus, on va dire, de malins qui contournent la loi pour ne pas payer certains impôts en faisant des associations. Donc voilà, c'est l'équilibre qui a été trouvé, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très important, qui va redonner aussi, à la fois qui va mettre fin à une injustice, et qui en plus va pouvoir redonner à certaines associations une bouffée d'air frais sur leurs finances. Ensuite, effectivement, dans ces combats associatifs est arrivée effectivement la loi. Cette loi, qui a vraiment été travaillée là, j'ai pu mettre autour de moi beaucoup de parlementaires, de tous bords confondus, qui avaient envie de travailler sur ce sujet-là, qui étaient confrontés à la vie associative et à ses difficultés. On a pu avoir la chance aussi d'avoir toutes les têtes de réseau. Bien sûr, il y a France Bénévolat, il y a Plan Généralité, il y a l'Angle d'enseignement, le mouvement associatif, qui ont fait un travail aussi très important à mes côtés pour cibler les sujets, trouver des solutions aussi en commun, et bien sûr, nos associations ici sur le terrain. Puisque cette loi elle a vraiment été écrite pour les associations, mais avec les associations. Moi, sur la première circonscription, nous sommes actuellement, j'ai organisé 2 assises de la vie associative pour justement trouver les points qu'on pouvait améliorer. Donc, c'est vraiment les associations de la première circonscription de la loi qui sont à l'origine de l'écriture de cette loi. Et ça, c'était vraiment important, montrer qu'on pouvait être partie prenante, mais surtout que ce que vous faisiez remonter en permanence, ce n'était pas lettre morte, c'est qu'on allait trouver ensemble des solutions, les déposer ensuite sous forme de loi, et puis aller jusqu'à la promulgation de cette loi. Sur les principaux... et puis également un tour de France d'associations qui m'a amené dans plusieurs départements pour rencontrer des associations sur les circonscriptions de plusieurs collègues, et c'était un banc aussi
extrêmement passionnants, mais où on se rend compte que finalement, les sujets qui remontent sont régulièrement les mêmes. Dans les sujets qui remontaient, il y a souvent la difficulté que vous pouvez avoir de trouver des membres, notamment dans les bureaux ou les conseils d'administration. On voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup de bénévoles jouent plutôt une activité, on va dire, ponctuelle. Là, on a besoin quand même de bénévoles qui prennent des responsabilités donc de manière forte et continue. Et les postes à responsabilité peuvent parfois amener une forme, on va dire, de stress, d'inquiétude. Sur ces inquiétudes, il y avait deux éléments, des principaux éléments qui revenaient. C'est par exemple, moi, je voudrais bien être trésorier, mais je ne sais pas faire. Donc, je ne peux pas inventer la gestion de la trésorerie d'une association. Par exemple, dans ce problème-là, ce qu'apporte cette loi, c'est de donner à chaque bénévole, un droit supplémentaire par rapport aux autres citoyens, qui est un droit de formation individuelle. Alors, ce n'est pas l'usine à gaz avec un nouveau système, c'est qu'en fait, chaque bénévole, avec juste la validation de son président d'association, a la possibilité d'avoir 240 € de plus par an sur son droit individuel à la formation, qui va justement, par exemple, lui permettre de financer une partie ou tout le montant de la formation, par exemple, pour en être trésorier de l'association. Donc, on répond justement à ce besoin parfois qu'on atteint de formation et d'évolution au sein de l'association. L'autre élément qu'on avait, c'était j'ai encore une vie professionnelle, j'ai peu de temps. On a la chance dans l'association d'avoir beaucoup de retraités, on les remercie. Donc, je pense beaucoup dans l'association. Mais en même temps, on sent bien que ceux-ci cherchent aussi la transition. Ils veulent être conscients que l'association perdurera à partir du moment où ils décideront d'arrêter leur engagement. Et donc, il faut qu'on arrive à faire évoluer la vie associative avec l'évolution de la société et de la vie professionnelle. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce qui a été fait à ce niveau-là, c'est deux éléments. Le premier, c'est le congé d'engagement associatif. Ce congé d'engagement est un droit pour chaque salarié. À partir du moment où il demande ces 5 journées fractionnables en demi-journée, donc 10 demi-journées potentiellement par an, l'employeur ne peut pas le refuser. C'est dans la loi, c'est une obligation. Alors, il y a une façon de demander, il y a un délai, par courrier, etc. C'est assez simple, l'employeur ne peut pas refuser le congé d'engagement. Le seul élément après, selon les entreprises, c'est ce qu'elles acceptent de payer ou pas payer. Est-ce que c'est congé sans solde ou congé payé? C'est là qu'intervient à ce moment-là l'autre partie de cette loi est sûrement la plus importante, en tout cas celle qui concerne le plus, il me semble, la réunion de ce soir, c'est celle du mécénat de compétences. Il fallait donc trouver un système qui permette aux entreprises de libérer la personne sans qu'elles y perdent trop, tout en permettant aux bénévoles quand même, et donc à l'employé, au salarié, d'être rémunérés. Et si on ne voulait pas créer justement une usine à gaz, parce que l'idée quand même, la première demande de nos associations, c'est simplifiez-nous les choses. Je dis donc, je ne peux pas à la fois simplifier puis créer quelque chose qui est compliqué. Je me suis dit, en plus, si c'est compliqué et que ce ne sera pas utilisé, si ce n'est pas utilisé, au bout d'1 ou 2 ans, le ministre des Finances, comme qu'il soit, il mettra fin. Donc, il fallait trouver une solution qui respecte un cadre déjà donné, établi. C'est celui du mécénat de compétences. En élargissant le mécénat de compétences à l'ensemble des entreprises et non pas seulement aux entreprises de plus de 5 000, en l'élargissant jusqu'à 3 ans en continu, en leur simplifiant l'ensemble des déclarations comme on a pu faire ensuite après l'adoption de la loi. En fait, on permet à chaque bénévole de rentrer sous forme de convention dans ce mécénat de compétences. Donc là, à ce moment-là, on ne va plus seulement parler aux grands groupes qui vont parfois détacher une personne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans dans une grande fédération du mécénat. Là, on va parler à toutes les associations que vous représentez. C'est-à-dire, par exemple, la personne qui est engagée dans le bureau d'une association de foot. Elle a demain un gros tournoi organisé. Au titre d'une convention entre son entreprise et son association, elle pourra très bien libérer une journée, 2 journées, 1 semaine, 2 semaines pour préparer par exemple ce grand tournoi ou une mission particulière dans l'association. Celle-ci touchera son salaire et l'entreprise récupérera quand même plus que la moitié de son salaire auprès des impôts. Donc on a vraiment un système qui pousse à mettre en face ce mécénat. C'est des conventions qui sont extrêmement simples. Donc pour regarder les documents maintenant ensemble pour les faire, c'est des conventions qui sont extrêmement simples, extrêmement faciles, extrêmement rapides, qui permettent justement aux salariés d'être payés, à l'entreprise de quand même récupérer une partie, il me semble que c'est 60%, c'est 60% de la rémunération brute auprès des impôts. Vous voyez, c'est un système qui peut devenir, dans des territoires comme les nôtres, où les entreprises, et j'en suis persuadé, les entreprises chez nous ont conscience de l'impact, de l'intérêt du bénévolat sur le territoire et donc même, in fine, sur leur économie. Ils ont conscience que le bien-être, le bien-vivre dans notre territoire est extrêmement important pour leur propre développement, à la fois interne d'entreprise, mais du développement de l'entreprise à l'externe. Et donc, je pense que chez nous, elles ont ce souci-là
et qu'on peut mettre en place facilement ces conventions dans certaines associations. Donc voilà, ça c'était vraiment un élément fort parce que ça peut vraiment répondre à l'évolution du monde professionnel et de la vie associative. En même temps, je sais que je continue un peu à faire la promotion de ce point-là. D'autres éléments, bien sûr, dans la loi, de simplification, on va pas forcément les balayer, mais des éléments de protection. Je ne sais pas si... j'imagine que plusieurs d'entre vous ont été parfois des bénévoles qui ont organisé des lotos, des tombolas. Jusqu'à l'adoption de cette loi, toutes les lotos et toutes les tombolas avaient, on va dire, une base illégale. Il suffisait qu'il y ait une moindre personne, un mauvais perdant, par exemple, qui vous attaque en justice, le président de trésorier avait droit. C'était sûr. Puisque la base légale n'était pas bonne. Même le nom n'était pas bon. Et donc, il a fallu qu'on protège ceci. Alors, par chance, aucune polémique, aucun problème n'est arrivé jusque-là. En tout cas, c'était notre rôle, nous, en tant que législateurs, de protéger en tant que bénévole. Parce qu'effectivement, vous donnez du temps, on ne va pas en plus vous créer des problèmes, surtout dans une société qui, on va dire, se procédurise de plus en plus, même parfois pour des petites choses. Et pareil, l'occupation du domaine public n'était pas protégée correctement jusque-là, et on a pu le faire notamment avec l'apport des sénateurs à ce texte. D'autres éléments très rapidement qui ont été pour moi importants dans tout ce travail pour les associations, le passeport. Vous savez, c'est un dispositif qu'on avait mis en place après le Covid, 50 € pour les familles sur les associations sportives. J'ai beaucoup d'associations, notamment à Saint-Jean-Bonne-Tronc, qui me les vendent en disant ouais, c'est bien, mais pour avoir accès au passeport, donc 50 € pour chaque enfant des familles en soutien donc, à la prise de licence, il faut faire partie d'une fédération. Nous, si on fait plusieurs sports dans notre association, si demain on fait partie d'une fédération sportive affiliée, il va y avoir qu'on paye l'adhésion à la fédération, donc on va devoir augmenter notre cotisation pour payer la fédération, donc ça ne marche pas. Et donc, c'est pour ça qu'on a élargi le passeport aux associations d'éducation populaire qui font un travail exceptionnel, énorme, qui apportent un accès au sport au plus grand nombre d'entre nous, au plus grand nombre d'enfants et de familles, qui est extrêmement important. Alors, c'est tout ce que les rentrées les débuts d'année, rentrées de septembre pour les familles, quand c'est toutes les adhésions à payer, ça s'appelle très compliqué. Il y a beaucoup d'associations qui arrivent parfois à faire chenner dans le temps. En tout cas, ce passeport est extrêmement important. Son élargissement à l'éducation populaire était vraiment indispensable. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui vient au mois de Saint-Jean-Bonne-Fond. C'est quelque chose auquel j'ai harcelé la ministre des Sports très longtemps, avec le soutien aussi des têtes de réseau. Et à force de la harceler, elle a cédé. C'était quand même de l'argent plus. Et elle a cédé. Et ça, c'est quelque chose, on peut vraiment dire concrètement, si la présidente de l'association de Saint-Jean-Bonne-Fond n'était pas venue m'en parler, aujourd'hui, les associations d'éducation populaire n'auraient toujours pas droit à ce dispositif-là. Ouais, et puis, parce que j'aurais pas eu le temps de faire, j'aurais aimé élargir ce passeport dans le temps à l'âge aussi, parce que je pense que les associations d'éveil sportif, à partir de, pourraient y avoir droit, en tout cas peut-être à partir de 3 ans. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder, mais je pense que c'est la prochaine étape de ce passeport. Autre élément, fonds de développement de la vie associative. Vous savez, moi, quand je suis arrivé, il n'y a déjà plus la réserve parlementaire, il y avait ce fonds de développement de la vie associative. Nous sommes parvenus par amendement à l'augmenter de 20 millions d'euros sur l'année dernière, ce qui a été donc pour chaque département, chaque circonscription, un petit peu plus d'aide. En tout cas, dans la circonscription, c'était donc un peu plus d'associations aidées. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, même si on n'aura pas eu le temps de finir le travail sur la simplification de ce dossier. 16 pages, parfois assez complexe, c'est trop. Il faut qu'on simplifie cette demande de la NDVA, et j'espère que futur gouvernement, quel qu'il soit, nous en avons un, il travaillera dessus. C'est pas dans la voie, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut simplifier. Parce qu'on ne va pas quand même demander aux associations de payer des entreprises pour monter un dossier, parce qu'on est à la limite de ça aujourd'hui. Donc c'est un contresens, il faut qu'on aide. Ensuite, effectivement, il y a plein de choses qui ne sont pas dans la loi, pour lesquelles j'ai essayé d'être à l'écoute de tout ce que vous pouviez me dire sur le terrain du week-end. Par exemple, les associations sportives qui me disaient, nous, chaque année, on prend donc un certain nombre d'éducateurs sportifs, mais ces éducateurs, bien sûr, sont embauchés par plusieurs associations. Et pour chaque éducateur, toutes les associations qui l'employaient devaient, par exemple, payer jusqu'à 200 € d'adhésion à la médecine du travail. Alors, pour la même, tu n'allais faire qu'un seul rendez-vous. Ça, par exemple, on est arrivé, avec l'ancien ministre de la Santé, par circulaire, à l'arrêter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une seule association qui paye, donc soit celle qui a le plus gros quota horaire. Ça, d'ailleurs, c'est grâce à la gymnastique volontaire Villa. Et à chaque fois, je vous rappelle de l'association qui a amené le problème jusqu'à ce qu'on soit allé jusqu'à la solution. Et donc, aujourd'hui, c'est soit la plus grosse association, soit un prorata entre associations, c'est que ça s'entend entre elles. Et objectivement, chez nous, elles s'entendent toutes sur celui-là, parce qu'elles vont toutes payer moins cher. Et des fois, en fait, c'est tellement logique
Et c'est vrai que sur le terrain, on voit des choses qui sont très logiques. Et puis quand on arrive à l'expliquer à Paris, on se rend compte que dans leur esprit, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Et puis on a valorisé d'autres choses. Notamment, on a un peu harmonisé les règles pour que les jeunes dans les universités s'engagent dans les associations. On a mis à ce qu'ils aient tous accès soit à des crédits supplémentaires, etc. Après, le sujet aujourd'hui, c'est la connexion entre vous et eux, qui aujourd'hui n'est pas évidente et sur lequel il faut travailler. Ce chantier a connu donc plusieurs briques, que ce soit avec la loi dont on parle ce soir, que ce soit tous ces enjeux de simplification, qu'il est amené à perdurer. Malheureusement, cette année, les crédits pour les associations sont en baisse, notamment de DVA. C'est extrêmement inquiétant, mais pour le coup, c'est un moment où l'économie française n'est pas, on va dire, à son apogée, parce qu'on voit tout de suite des conséquences, baisse bénéfice de chiffre d'affaires pour les entreprises, donc de fait, moins de mécénat pour les associations, et après, on voit bien les réactions en chaîne qu'il peut y avoir. Et moi, je pense que les associations jouent vraiment le rôle du dernier maître de la République. C'est-à-dire que seules les associations peuvent à la fois donner un accès aussi fort, aussi diversifié à la culture et au sport au plus grand nombre d'entre nous. L'État ne peut pas le faire. S'il fallait, une entreprise privée pourrait le ferait de manière très chère. Si l'État le faisait, c'est des fonctionnaires, ça coûterait extrêmement cher. On devait remplacer tous les bénévoles par des concurrents. En plus, ce serait pas fait de la même façon. Si c'était des entreprises privées qui devaient faire les adhésions, je vous proposais, ça n'a pas du tout les mêmes pour faire le sport ou accéder à l'enjeu culturel que vous proposez. Donc pour nous, c'est vraiment, je pense, c'est ce que j'expliquais ça à Bercy. Ceux qui ont peut-être la vision la plus cynique des choses. Je dis, mais à la limite, n'aidez pas les associations parce que vous les aidez, mais aidez les associations parce que si elles disparaissent, ça vous coûtera très cher, beaucoup plus cher qu'aujourd'hui ce que vous voulez leur enlever. Parce que voilà, plus, bien sûr, tout le lien social qui existe, toute la cohésion qui existe grâce à vous. Et l'autre élément, je parlais de sport et de culture, j'ai pu voir en allant sur le terrain de circonscription, c'est l'enjeu de solidarité. Et ce que j'ai pu comprendre avec vous, c'est que seules les associations peuvent amener sur le territoire la solidarité sans enlevant la dignité aux gens. C'est-à-dire en apportant, on va dire, l'accompagnement, et je vois d'ailleurs notamment avec l'UDAF, les DLMR, tous ceux qui sont là aujourd'hui, c'est-à-dire en accompagnant la personne, en apportant, on va dire, un service, voilà, les jours sur scène, 24 sur 24, en étant à l'écoute, mais d'une manière qui ne peut pas être celle d'un professionnel, qui ne peut pas être celle d'un fonctionnaire, non pas que je sois pas bon, au contraire, mais ce n'est pas la même démarche. Et cette capacité dans ces associations à faire comprendre aux gens que ce n'est pas parce qu'elles viennent qu'elles sont dévalorisées, qu'elles restent dignes, au contraire, qu'on leur renouvelle cette dignité est extrêmement importante et il faut vraiment la vivre sur le terrain pour comprendre en fait cette différence et cet enjeu qui est extrêmement important. Donc voilà, bon, moi, juste en vous disant un très très grand merci, parce que la réalité c'est que vos autres élus, responsables politiques, s'il n'y avait pas de vie associative, s'il n'y avait pas de responsable associatif, on ne pourrait pas faire grand-chose, techniquement. C'est quand même vous qui faites vivre l'ensemble de nos territoires, de nos communes. Vous êtes aussi des relais extrêmement importants de la démocratie, de représentation. Et donc, pour nous, c'est vraiment important d'être à vos côtés. Et pas seulement être à vos côtés quand il y a des vins d'honneur ou des assemblées générales, mais c'est être à vos côtés jusqu'au bout, quand il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis pour trouver des solutions avec l'administration ou dans la loi. Voilà, en tout cas, c'est l'engagement qui, quel que soit mon avenir, perdurera auprès des associations. Merci pour la traduction. Bonsoir à toutes et à tous. Merci au collectif d'entreprises, d'associations, surtout de m'avoir permis de venir parler ce soir. Mais bon, vous, moi, je m'appelle Chloé Blanchon. Je suis coordinatrice entreprise à RSE pour un club d'entreprise sur Saint-Étienne dont s'appelle Face Loire. Et je suis là pour vous parler de responsabilité sociétale des entreprises et plus largement, je pense, au vu de vous, association qui est dans la salle, de responsabilité sociétale des organisations. Parce qu'aujourd'hui, c'est un concept qui ne touche plus seulement les entreprises, c'est un engagement de toutes et tous, d'où l'élargissement en tout cas de cette thématique. Je me permets une petite présentation de Face Loire. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, on est un club d'entreprise associatif. On existe sur le territoire de Saint-Étienne depuis 1998 et on est une structure qui accompagne les entreprises, mais aussi des publics en difficulté sur tout un tas de thématiques que je vous présenterai juste après. On a aujourd'hui 70 adhérents sur le territoire de la Loire. Alors, comme vous l'en doutez, on est très coloré Saint-Étienne, n'est-ce pas, au vu de notre localisation. Mais on a un objectif, effectivement, de réunir les entreprises de la Loire autour d'actions à vocation sociale.
Évidemment, nous, notre objectif, c'est que les entreprises puissent s'engager à la fois pour leurs salariés, à la fois pour les structures qui sont autour d'elles, en tout cas, mais aussi pour des politiques en difficulté autour de tout un tas de valeurs, et notamment les trois que vous voyez à l'écran, qui sont évidemment la solidarité, l'engagement et l'inclusion. Nous, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir rapprocher les mondes, c'est celui effectivement du travail, de l'emploi, mais aussi des publics en situation difficile, que ce soit autour des questions de handicap ou de difficultés socio-économiques. On travaille sur 3 grands pôles d'activité que je vais vous présenter très succinctement. Le premier qui est peut-être celui sur lequel on est le plus actif, qui est l'emploi et l'employabilité, puisqu'on accompagne des personnes en difficulté sur les questions socio-professionnelles, au retour à l'emploi et à la formation, à la lutte contre la fracture numérique via tout un tas d'ateliers et à la lutte contre la fracture économique également. On a un pôle d'orientation et attractivité des métiers à destination des jeunes, découverte des métiers du monde de l'entreprise. On essaye finalement de retirer la barrière qui existe aujourd'hui entre l'éducation et le monde du travail pour permettre à des jeunes finalement de découvrir ce à quoi ils vont arriver en grandissant. Et évidemment, un pôle très important qui est notre pôle entreprise, qui a vraiment pour objectif d'accompagner nos structures, nos partenaires dans la prise en charge des enjeux de RSE. À la fois via, encore une fois, en interne, mais à la fois à l'externe, avec un engagement qui peut être effectivement, comme présenté précédemment, via du mécénat de compétences. Il me semble important de revenir assez rapidement sur la définition de la RSE et de la RSO. C'est un concept qui est depuis quelques années maintenant et qui pour le coup, a été beaucoup développé ces dernières années, dont on entend beaucoup parler. Et qui a pour objectif finalement, à la base pour les entreprises en tout cas, d'intégrer les considérations sociales, environnementales dans les décisions stratégiques qui vont être celles de l'entreprise, de ses engagements, finalement de tout ce qu'il va mettre en place en lien avec ses parties prenantes, donc ce sont les structures et les personnes morales et physiques qui gravitent autour de l'entreprise, et d'essayer en tout cas de réduire les impacts de la structure à la fois sur la question sociale et à la fois sur la question environnementale notamment. Et quand ces impacts ne peuvent pas être évités, c'est essayer de les réduire, en tout cas de réduire l'impact fondamental que ça va avoir. La RSE aujourd'hui, elle est définie, elle est encadrée notamment par une norme que vous connaissez peut-être qui s'appelle la norme ISO 26000. C'est une norme au même titre qu'une norme qualité finalement, qui encadre l'engagement des structures sur les thématiques que je vous présenterai ensuite et qui finalement pousse les structures. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup des entreprises, mais c'est le cas des associations, ce sera peut-être le cas des institutions à un moment en tout cas, de prendre en charge ce sujet de la RSE et de l'engagement sur finalement des pratiques que vous avez ici, qui est la redevabilité premièrement. Redevabilité, c'est-à-dire de réfléchir à mes impacts et si je peux les éviter, de les rembourser, entre guillemets, ou de faire un effort, en tout cas, pour les compenser. Évidemment, un effort de transparence. Aujourd'hui, ce qu'on demande aux entreprises, c'est de s'assurer que leurs chiffres sont bons, de s'assurer que leurs impacts sont le plus positifs possible et surtout d'être transparents sur ce qu'ils mettent en place. Évidemment, on va parler d'éthique, on va parler des respects des droits de l'homme, qui sont des droits fondamentaux, qui sont des choses sur lesquelles, encore une fois, la norme ISO vient apporter du contenu, vient apporter de l'encadrement et vient apporter aux structures finalement une règle de conduite, entre guillemets, même si, bon, on pourrait penser qu'elle est logique, cette règle, mais finalement, la norme ISO vient encore rajouter de l'intérêt, en tout cas, pour les entreprises à s'engager pour les droits de l'homme, et pas seulement dans leurs entreprises, mais via les entreprises qu'elles font travailler. Ça, c'est un principe qui est également extrêmement important. À la fois l'intérêt commun, c'est-à-dire les entreprises de réfléchir ensemble finalement à des intérêts communs pour le emploi, l'intérêt commun pour le social, l'intérêt commun pour les individus, mais également à réfléchir à qui je fais travailler, puisque je suis aussi responsable des personnes avec lesquelles je travaille, avec les fournisseurs avec lesquels j'échange en tout cas, si elles ne sont pas correctes en tout cas avec leurs salariés, etc. Et bien sûr, un principe de l'égalité qui est évident, hein, c'est qu'aujourd'hui, l'ISO 26000, mais aussi les droits internationaux et les droits européens sur ces questions-là, posent des questions de l'égalité, des contrats, etc., etc. Et tout cela, finalement, nous apporte tout un tas d'enjeux. Les enjeux de la RSE, vous les avez ici.
L'idée, en tout cas pour les structures qui s'engagent en matière de RSE, c'est à la fois de réfléchir sur les prises de décision. Prises de décision qui doivent être éclairées, qui doivent être bien construites et qui doivent réfléchir finalement à ces impacts. Des questions de gestion des risques, de santé et de sécurité, tout ça va apporter de la matière, tout ça va apporter du cadre finalement à ces structures. Évidemment, il y a une question d'image et de réputation de l'entreprise. Ça, c'est souvent un pas qu'on met en avant sur la RSE, qui en font et qui ne se rendent pas compte des enjeux ou qui finalement donnent des chiffres mais qui ne vont pas au bout des démarches. L'idée avec l'ISO 26000, encore une fois, et la RSE et la RSO, c'est vraiment d'aller au-delà de l'image. C'est de dire que c'est pas du greenwashing, c'est pas du social washing non plus. On est là, on prend des vraies décisions pour l'environnement, pour les gens. Et on accompagne finalement cette démarche. Évidemment, ça permet aussi, l'engagement RSO et RSE permet de gagner en compétitivité. Aujourd'hui, une entreprise qui se démarque sur des marchés publics, qui va faire des demandes de financement, elle a un devoir d'engagement à certains endroits. En tout cas, peut-être que ça va continuer à monter. Elles ont des engagements à prendre sur ces thématiques-là. Bien sûr, il y a l'aspect économique qui paraît également extrêmement important. Hein. La RSE, elle permet de faire des économies, elle permet de mieux comprendre où va l'argent, elle permet de mieux comprendre aussi peut-être où il faudrait placer cet argent pour mieux accompagner, encore une fois, d'autres bénéficiaires, pour accompagner mieux ses salariés et ses parties prenantes. Je vous termine assez rapidement sur la norme. La norme ISO, c'est une des seules normes, c'est d'ailleurs la seule norme de l'AFNOR qui n'est pas certifiante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise ne peut pas se certifier ISO 26000 du même titre qu'une association. Par rapport de se labelliser RSE, on peut se labelliser RSO, on peut mettre en avant finalement l'engagement quotidien sur ces thématiques que vous avez ici. Évidemment, en centrale, la gouvernance, c'est-à-dire la stratégie de l'entreprise de manière assez globale, comment moi je réfléchis finalement au partenariat que je crée, à l'évolution que je donne à mon entreprise, à mon association. Alors, on pourrait penser que les associations, par leur statut, sont d'office, finalement, rentrent d'office dans ces engagements, ce qui est vrai. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à toucher à d'autres étapes, à d'autres structurations, en tout cas de la RSE. Et suite, en tout cas, aux engagements qu'il peut y avoir sur la gouvernance, on a 6 autres thématiques qui découlent finalement de la prise de décision et qui vont aller alimenter les droits humains, les relations et conditions de travail. Donc là, on va plus être sur la qualité de vie au travail, encore une fois, sur les contrats et leur légalité, sur les personnes avec lesquelles on travaille, encore une fois, ces sous-traitants, ces fournisseurs. Où on va vérifier finalement qu'ils sont dans les règles et surtout qu'ils sont dans nos règles. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et aujourd'hui, une entreprise qui s'engage en RSE, si elle vient vous voir, vous, association, si elle a envie de vous accompagner dans la prise en charge de certains enjeux, elle alimente cette RSE. Elle l'alimente notamment dans l'intérêt local et territorial, hein, on le sait. Une entreprise qui aujourd'hui s'engage pour du mécénat de compétences, qui permet à ses salariés d'aller développer finalement, transmettre leurs compétences en entreprise, elle alimente cette RSE. Et c'est en ça que c'est important de s'engager. Et c'est pour ça que c'est important de promouvoir finalement ces dispositifs qui permettent aux structures à la fois de valoriser ce qu'elles font déjà, mais surtout de leur donner envie d'aller à la rencontre des associations, d'aller à la rencontre des structures qui ont les mêmes valeurs que les leurs pour travailler ensemble, pour créer un collectif et pour, encore une fois, valoriser le territoire, le partenariat. Ce qui est important aussi à vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des obligations en RSE et en RSO. Hein, les grands groupes, des grosses entreprises ont des obligations d'engagement sur ces thématiques. Les petites vont y venir, probablement. En tout cas, c'est la ligne conductrice qui est née notamment par les nouvelles normes gouvernementales européennes. Donc, c'est pour ça qu'il faut avancer. C'est pour ça qu'il faut commencer à réfléchir à où vous en êtes dans vos engagements. C'est pour ça que c'est important de se poser ces questions-là. Je ne vais pas me prendre plus de temps. Si vous avez envie d'échanger sur la RSE, si vous avez envie de réfléchir à un diagnostic dans vos structures, n'hésitez pas à venir m'en parler. Je serai ravie d'échanger avec vous. Je vous remercie. Merci.